Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui a l'air toute simple comme ça, mais qui en fait cache pas mal de subtilités. On entend partout que le magnésium c'est formidable pour le stress, le sommeil, l'énergie, mais la question qui revient tout le temps c'est quoi le meilleur moment pour le prendre? Le matin? Le soir? Est-ce que ça change vraiment quelque chose au final? Pour y voir plus clair, on s'est plongé dans un article vraiment très détaillé de Supernutrition qui fait le tour de la question. Et l'idée, c'est pas juste de repartir avec une réponse matin ou soir. Non, c'est de comprendre la logique derrière. Pourquoi le même minéral peut être un starter le matin et une aide au sommeil le soir. C'est exactement la bonne approche. Et l'article le dit très bien d'ailleurs. Se concentrer que sur le moment, c'est un peu regarder une seule pièce du puzzle. Pour que ça fonctionne vraiment, il y a trois choses à prendre en compte. Le moment, bien sûr, mais aussi, et ça c'est crucial, la forme du magnésium qu'on choisit. On va voir qu'un bisglycinate et un citrate, ça n'a rien à voir. Et enfin, la manière de le consommer. C'est ce puzzle à trois pièces qu'on va reconstituer. Parfait. Et la feuille de route est assez claire. On va donc voir pourquoi le matin c'est pour l'énergie, pourquoi le soir c'est plutôt pour la détente, pourquoi le prendre pendant un repas peut tout changer, et surtout, ce point qui perso m'a le plus surpris, tous les magnésiums en gélules sont loin, très loin de se valoir. Bon, alors, on commence par le plus évident, le timing. Matin contre soir. Le matin pour l'énergie. J'avoue que ça m'interpelle. Quand je pense énergie, je pense café, pas minéraux. Comment est-ce qu'une dose de magnésium au petit déjeuner peut nous donner un coup de fouet? Alors, ce n'est pas un coup de fouet comme un stimulant, comme le café. C'est beaucoup plus profond. Le magnésium, il est vraiment au cœur de notre machinerie énergétique, dans nos cellules. Il est indispensable à la production d'ATP, L'ATP, oui. l'adénosine triphosphate. C'est le carburant principal de nos cellules. Si le corps est une voiture, l'ATP, c'est l'essence. Et le magnésium, c'est l'étincelle qui permet au moteur de brûler cette essence. D'ailleurs, des sources très sérieuses, comme les National Institutes of Health américains, le confirment. Il est cofacteur dans plus de 300 réactions enzymatiques. 300. C'est énorme. Énorme. Et une grande partie est liée à la production d'énergie. Ah, d'accord, je vois mieux. Donc ce n'est pas un boost artificiel. C'est plutôt qu'on s'assure que le moteur a tout ce qu'il faut pour bien démarrer et tourner toute la journée. On combat la fatigue à la source en quelque sorte. C'est tout à fait ça. On soutient le métabolisme de base et du coup, on soutient aussi les fonctions cognitives, la concentration pour la journée. C'est limpide. Mais alors, ça rend la suite encore plus fascinante. Comment est-ce que le même minéral qui nous aide à, disons, allumer les moteurs le matin peut, quelques heures après, nous aider à les éteindre pour dormir? Ça semble presque contradictoire. Ça l'est en apparence, mais c'est là qu'on voit toute la polyvalence du magnésium. Le soir, son action se déplace. Elle passe du métabolisme énergétique au système nerveux. Il agit comme un régulateur. Il aide à calmer l'activité nerveuse en modulant des neurotransmetteurs comme le GABA, Ah oui, le GABA. qui est notre principal neurotransmetteur inhibiteur, celui qui favorise le calme, la détente. Et en parallèle, il a cet effet très connu de relaxant musculaire. Après une journée de tension, que ce soit physique ou mentale, il aide le corps à relâcher la pression. Il y a une étude de 2012 qui est citée et qui a montré des améliorations très nettes de la qualité du sommeil. D'accord. Donc, le matin, il alimente la production d'énergie et le soir, il calme l'hyperactivité du système nerveux. Ce sont deux mécanismes complètement différents. Exactement. Et l'article propose même une troisième voie qui est très pragmatique. Diviser la dose. Ah, Une partie le matin ou le midi et le reste le soir. C'est une excellente stratégie, surtout pour les estomacs un peu sensibles, car ça limite les risques de désagréments. Et puis, ça permet de maintenir un taux de magnésium plus stable toute la journée. stop, il faut qu'on s'arrête là-dessus une seconde. Parce que ça, c'est le point qui m'a fait réaliser que je n'avais rien compris jusqu'ici. Pour moi, le magnésium, c'était du magnésium. Point. Jamais je n'aurais imaginé que la molécule à laquelle il est associé pouvait changer complètement son utilité. C'est fou, en fait. C'est pourtant la clé de tout. L'article utilise le terme de biodisponibilité, et c'est un concept essentiel. Le magnésium dans un complément, il n'est jamais pur. Il est toujours lié à un autre composé, un sel ou un acide aminé. C'est ce transporteur qui va déterminer si le magnésium sera bien absorbé D'accord. et où il ira agir en priorité dans le corps. La source insiste beaucoup dessus. Une étiquette qui annonce 400 mg, ça ne veut rien dire si la forme utilisée a une biodisponibilité quasi nulle. Alors, explorons ça. L'article dresse une sorte de guide très pratique. Pour le soir, pour le sommeil et la relaxation, il y a un grand gagnant et c'est le... C'est le bisglycinate de magnésium.
La raison est double. D'abord, il est lié à deux molécules de glycine. Et la glycine, c'est un acide aminé qui est connu pour ses propres vertus apaisantes sur le système nerveux. Ah oui, la glycine. Donc c'est une sorte de double effet calmant, le magnésium et son transporteur qui travaillent ensemble pour la détente. Vous avez mis le doigt dessus, c'est exactement ça, en synergie. Et le deuxième avantage, c'est que cette forme est extrêmement bien assimilée et très très douce pour le système digestif. C'est un peu la Rolls-Royce du magnésium pour le soir. Parfait. Et à l'opposé, si on cherche cet effet starter du matin, on se tourne vers quoi? Là, on a deux formes qui sont mises en avant, le citrate et le malate de magnésium. Ils sont liés à l'acide citrique et l'acide malique, deux composés qui jouent eux-mêmes un rôle dans le cycle de production d'énergie de nos cellules. Ah d'accord, donc là aussi, il y a une synergie, mais pour l'énergie cette fois. Voilà, leur assimilation est très bonne aussi, mais leur action est clairement orientée vers la vitalité, le tonus. Ce sont des magnésiums d'action. Et le fameux magnésium marin, on le voit absolument partout celui-là. J'ai l'impression que c'est le standard du marché. Le marin, c'est un mélange de différentes formes naturelles. On y trouve de l'oxyde, du sulfate, du chlorure. L'article le positionne comme un apport global, un bon basique, on a dire. Mais il précise que son assimilation reste moyenne. Il est moins ciblé que les formes qu'on vient de voir. Et pour finir, il y a une forme que l'article déconseille presque. C'est l'oxyde de magnésium. Oui, et c'est important d'en parler parce que c'est une des formes les moins chères et donc on la retrouve partout dans les compléments bas de gamme. Son problème, c'est que son assimilation est très très faible. La majeure partie reste dans l'intestin. Attends, ça veut dire que des milliers de gens achètent de l'oxyde de magnésium en pensant lutter contre leur fatigue, alors qu'en réalité, c'est presque inutile pour la carence et ça sert surtout d'aide à la digestion pour le dire poliment. C'est une excellente façon de le résumer. Son effet principal, il est laxatif. Ce n'est vraiment pas la forme à privilégier si on cherche à recharger ses batteries. C'est une information capitale, ça. Bon, maintenant qu'on a le bon type au bon moment, on a l'impression d'avoir fait le plus dur. Mais j'imagine qu'on peut encore saboter nos efforts par de mauvaises habitudes. L'article donne des conseils très concrets. Oui, et ils sont assez simples à mettre en place. Le premier, le plus important, toujours prendre son magnésium pendant un repas. Le bol alimentaire dans l'estomac agit comme un tampon. Ça protège la paroi digestive et ça permet une libération et une absorption beaucoup plus lente. Ah, plus progressive. Voilà, on améliore le confort et l'efficacité. Et ensuite, il y a les amis du magnésium, ces cofacteurs qu'on voit souvent dans les formules de qualité. Absolument. Le meilleur ami du magnésium, c'est la vitamine B6. Elle est cruciale. Elle agit comme une sorte de clé qui aide le magnésium à entrer à l'intérieur de nos cellules, là où il va agir. Sans elle, il reste un peu à la porte en gros. Exactement. Et la taurine, un autre acide aminé, est aussi mentionné. C'est un excellent fixateur. Elle aide à maintenir le magnésium dans les cellules plus longtemps. Donc le trio magnésium, B6, taurine, c'est une combinaison gagnante. Et à l'inverse, quels sont les ennemis, les erreurs classiques qui annulent tout? L'erreur numéro 1, c'est de prendre son magnésium avec sa tasse de café ou de thé du matin. Ah, le piège. Je plaide coupable, j'ai fait ça pendant des années. Ma gélule, avalée avec la première gorgée de café. Eh bien, sans le savoir, vous réduisez son efficacité. Les tanins, dans le café et le thé, peuvent se lier aux minéraux et empêcher leur bonne assimilation. Le conseil pratique est simple, attendre au moins 2 heures entre la prise du complément et sa boisson chaude. 2 heures, d'accord. L'autre erreur, c'est la compétition avec d'autres minéraux. Si on prend aussi un complément de calcium ou de zinc à forte dose, il ne faut pas les prendre en même temps. Ils utilisent les mêmes portes d'entrée. Il faut donc espacer les prises. Très clair. Maintenant, appliquons tout ça à des cas concrets. Commençons par les sportifs. C'est un grand classique, le magnésium pour les crampes. Alors, avant ou après l'effort? Pour les sportifs, la recommandation est sans équivoque. C'est après l'effort que c'est le plus bénéfique, idéalement dans l'heure qui suit. Pendant un exercice intense, on perd beaucoup de magnésium par la transpiration et le corps en consomme énormément. Ah oui? Reconstituer les stocks juste après, c'est la meilleure façon de favoriser la relaxation musculaire, de limiter les courbatures et d'optimiser la récupération. C'est moins un carburant de performance qu'un outil de réparation en fait. Logique. Autre cas de figure, très contemporain, les personnes en période de stress chronique. Là, c'est un cas d'école. L'article décrit un cercle vicieux en s'appuyant sur une étude de 2017. Le stress psychologique fait littéralement fuiter le magnésium de nos cellules, qui est ensuite éliminé.
Et plus notre taux de magnésium baisse, plus notre système nerveux devient hyper réactif, ce qui nous rend encore plus vulnérables au stress. C'est une véritable dette de stress que notre corps paye en magnésium. Chaque pic d'anxiété, c'est comme un retrait sur notre compte en banque minérale. J'adore cette image du compte en banque minérale, c'est exactement ça. Et pour briser ce cercle, la meilleure stratégie, c'est la prise fractionnée. Une dose le matin, avec une forme énergie, comme le citrate, pour soutenir le système face aux agressions de la journée, et une autre dose le soir, avec du bisglycinate, pour favoriser la détente et un sommeil réparateur. On agit sur les deux tableaux. Voilà. Une approche très complète. Un dernier cas pratique mentionné, c'est celui des femmes, en lien avec les syndromes prémenstruels. Oui. Pour les femmes qui ressentent plus de tension, de nervosité ou de crampes dans la deuxième partie de leur cycle, le magnésium peut être un soutien très intéressant. La recommandation, c'est une prise le soir, durant les 15 derniers jours du cycle. En agissant sur le système nerveux et sur la relaxation musculaire, ça aide à apaiser ces désagréments. Parfait. Pour conclure cette analyse, l'article anticipe quelques questions pratiques. On peut se faire une petite foire aux questions rapides. Allons-y. La première est, au bout de combien de temps on ressent les effets ? Pour des effets sur le sommeil ou la détente, ça peut être assez rapide, parfois en quelques jours. Mais pour un effet de fond sur une fatigue chronique, il faut être plus patient. Il faut souvent compter 3 à 4 semaines de prise régulière, le temps que le corps reconstitue son compte en banque. D'accord. Deuxième question. Est-ce qu'on doit en prendre en continu ou faire des cures ? Les deux stratégies sont valables. Pour une personne soumise à un stress constant ou un sportif de haut niveau, une prise continue peut se justifier. Pour la plupart des gens, l'approche par cure de 1 à 3 mois, au changement de saison par exemple, est la plus courante. L'écoute de son corps reste le meilleur guide. Et la question qu'on se pose toujours, le risque de surdosage. Le risque est vraiment très faible. L'article est très rassurant là-dessus. Notre corps est bien fait, il élimine l'excès. Le tout premier signal d'une prise trop importante, c'est un effet laxatif. C'est le corps qui dit « stop, j'en ai assez ». D'accord. Pour donner un ordre de grandeur, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, a fixé une dose de sécurité à 250 mg par jour en complément de l'alimentation. On a de la marge. Excellent. Si je devais résumer tout ce qu'on vient de se dire, je dirais 1. Le moment dépend de mon objectif. Énergie le matin, détente le soir. 2. La grande révélation, la forme du magnésium est encore plus importante que le moment. Et 3. Pour mettre toutes les chances de mon côté, je le prends au milieu d'un repas et surtout pas avec mon café du matin. C'est une synthèse parfaite. Ce qui est fascinant, je trouve, c'est que ça nous montre que la micronutrition, c'est une science de la nuance. Ce n'est pas juste prendre un supplément, c'est comprendre le comment, le quand, le pourquoi, pour travailler en dialogue avec la biologie de notre corps. C'est pas juste imposer quelque chose à son organisme. Non, c'est lui donner le bon outil au bon moment. Absolument. Et pour finir, cet article nous guide très bien pour combler une carence. Mais il met aussi le doigt sur ce fameux lien entre notre mode de vie, le stress et cette fuite de magnésium. Ça invite à une réflexion un peu plus large, non ? C'est là qu'on peut prendre un peu de hauteur. Si le supplément est une solution efficace, il ne traite que le symptôme. La vraie question sur le long terme, c'est, au-delà de la gélule, comment notre mode de vie moderne, notre alimentation, notre gestion du stress, crée-t-il en permanence ce besoin, ce trou dans notre compte en banque minérale ? Si le supplément est une rustine, quelle serait la stratégie de fond pour préserver nos réserves naturelles et renforcer notre propre résilience face au stress ?